Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour le 3e épisode de l'UTT fait sa science. Aujourd'hui, nous irons à la rencontre de Christophe Couteau, responsable du laboratoire L2N, donc nanotechnologie de l'UTT, ainsi que de Pierre Michel, enseignant-chercheur également en nanotechnologie à l'UTT. Ils nous présenteront différentes expériences sur la nanotechnologie, grande expertise de l'UTT. Allons-y! Bonjour Christophe. Bonjour Sarah. Nous sommes dans la plateforme Nanomat. Pouvez-vous vous présenter? Oui, donc je m'appelle Christophe Couteau, donc je suis enseignant-chercheur en physique et je travaille ici au laboratoire Lumière, Nanomatériaux et Nanotechnologie. Et donc je suis le directeur de ce laboratoire. Et là ici on se trouve dans le SAS des salles blanches du laboratoire. Donc une partie est en salle blanche, en salle propre, et une autre partie qu'on verra tout à l'heure est en dehors de ces salles ici. Qu'est-ce que la nanotechnologie? Alors, la nanotechnologie, c'est l'étude des matériaux à l'échelle nanométrique. Alors, pour avoir un peu une idée de quoi on parle, donc le nanomètre, qu'est-ce que ça représente? Si on prend nos cheveux, c'est à peu près 10 micromètres. 10 micromètres, c'est 1/100 de millimètre, d'accord? Donc maintenant, on prend ce cheveu et on le coupe encore en 50, 100 morceaux. Et là, on obtient des tailles nanométriques qui sont les tailles que typiquement, nous, on va étudier. Et on va étudier donc l'interaction de la lumière en particulier avec ces nanotechnologies pour plein d'applications, donc notamment des capteurs beaucoup plus sensibles. Ça peut être aussi de l'imagerie médicale de grande précision ou encore pour augmenter l'efficacité de panneaux solaires. Christophe, vous êtes enseignant-chercheur et vous enseignez la physique et la nanotechnologie à vos étudiants de l'UTT. Donc j'imagine que vous réalisez avec eux des expériences. Est-ce que ça les aide à comprendre certaines choses? Alors en effet, donc en qualité d'enseignant-chercheur, il y a une partie recherche, une partie enseignement qui sont très liées. Et donc oui, moi spécifiquement, ce que je fais pendant mes cours en amphithéâtre, c'est que j'aime bien illustrer mes cours avec des petites expériences, des petites démonstrations en direct. Donc ça leur permet de un peu mieux saisir les concepts physiques qui ne sont pas toujours évidents, pas toujours intuitifs. Et puis aussi, ça permet de faire un lien en effet avec ce qu'on peut faire en laboratoire. Parce qu'on verra tout à l'heure qu'il y a un lien, même sur des petites expériences qui ont l'air simples, avec les nanotechnologies. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de votre laboratoire pour voir ensemble une courte expérience sur la nanotechnologie. C'est parti! Alors, donc ici, en effet, on va illustrer deux petites expériences que je fais à mes étudiants pour qu'ils puissent comprendre un peu les phénomènes théoriques qu'ils voient en cours et qui sont en lien directement avec ce qu'on fait dans nos laboratoires. Donc ici, je vais vous montrer ce qu'on appelle l'expérience d'Oersted. Alors l'expérience d'Oersted, c'est quoi? Ça consiste à prendre une boussole, donc une boussole qui est orientée, comme toute boussole, vers le champ magnétique terrestre. Et ensuite, donc là j'ai branché une alimentation, et ici j'ai un fil électrique, et je vais avoir un courant qui va passer dans ce fil, d'accord? Et lorsque je vais approcher le fil de la boussole, eh bien, je vais modifier l'orientation de la boussole. Donc si je fais l'expérience, hop, on voit qu'il y a une modification, que l'aiguille se met de façon à angle droit avec le fil. Alors ça, comment ce phénomène se produit? En fait, lorsque j'ai un courant électrique qui passe dans ce fil, ce courant va générer un champ magnétique qui donc va influencer l'orientation de la boussole. Donc c'est une expérience très importante, historique, parce que c'était l'une des premières expériences qui montrait le lien entre l'électricité et le magnétisme, qui va ensuite amener aux fondations de ce qu'on appelle la théorie de l'électromagnétisme. Donc il y a une deuxième petite expérience qui est aussi très importante, qui est un phénomène d'induction, ou encore c'est une expérience de Faraday que je vais vous montrer tout de suite. Alors donc la deuxième expérience dont je parlais, c'est l'expérience dite expérience de Faraday, qui est une expérience d'induction électromagnétique. Alors, je vais déjà vous montrer comment ça marche et après je vais vous expliquer ce qui se passe et surtout à quoi ça peut servir. Donc ici, j'ai pris un rail métallique. Donc là, je prends un boulon, pas magnétique, un objet métallique. Donc je vais le faire glisser dans le rail et la gravitation nous dit qu'il va tomber à une certaine vitesse. Donc si je fais ça, il tombe assez rapidement comme on s'y attendait. Maintenant, je prends un objet qui est similaire en poids, donc c'est celui-ci, sauf que celui-ci est magnétique. Ce matériau est magnétique, donc c'est un petit aimant. Et donc je vais faire la même expérience, mais là on va voir que c'est différent. Donc cette fois-ci, je lâche, et là on voit clairement que la vitesse de descente n'est pas du tout la même. Alors c'est pas de la magie, c'est un phénomène d'induction
qui a lieu dû à l'interaction entre un champ magnétique en mouvement. Donc vous avez cet aimant qui bouge et donc qui va générer un champ, qui génère un champ magnétique, mais cette fois-ci qui est en mouvement. Ce champ magnétique va générer un courant dans cette barre, et ce courant elle-même, comme on a vu tout à l'heure avec l'expérience d'Oersted, va générer elle aussi un champ magnétique qui va s'opposer au mouvement. Et c'est ça qui va ralentir l'aimant. Et donc une application de ça, eh ben, on le voit presque tous les jours hein, dans les parcs d'attractions ou dans les ascenseurs, c'est le freinage magnétique, ainsi qu'aussi d'ailleurs sur les voitures. Alors, pour faire un lien à tout cela, hein, c'est ce que je fais avec mes étudiants. Donc là, je vous ai montré deux expériences fondamentales d'électromagnétisme. Et donc ces deux expériences, donc l'expérience de Faraday et l'expérience d'Oersted, sont les fondements de ce qu'on appelle la théorie de l'électromagnétisme, qui est en fait la théorie de la lumière, hein, de la propagation de la lumière, et en particulier de l'interaction de la lumière avec les matériaux, et en particulier avec les nanomatériaux, pour faire les nanotechnologies qu'ensuite on développe dans nos laboratoires. Donc merci Christophe pour votre partage d'expérience et ces expériences. Merci à vous, à bientôt. À bientôt. Et tout de suite, je vous propose de visionner ensemble une courte expérience qui rencontre comme chaque année à franc succès, c'est la supraconduction. Et c'est Jérôme Martin, enseignant-chercheur en nanotechnologie à l'UTT, qui nous le présente. C'est parti. Bien, bonjour à tous. Donc, je me présente, Jérôme Martin, enseignant-chercheur à l'UTT. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer de la lévitation à base de supraconducteurs dans le cadre de la fête de la science. Alors, je réexpliquerai un petit peu dans les détails juste après, mais là on a ce qu'on appelle donc un supraconducteur. D'accord ? Qui va venir léviter donc au-dessus de ce rail d'aimant. Alors, ça marche uniquement si je refroidis, ce que je vais faire avec de l'azote liquide. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ce qu'on appelle un refroidissement sous champ. Donc il a refroidi pendant qu'il était sous ligne de champ magnétique. Donc comme ça, il va y avoir une certaine configuration des aimants, des champs magnétiques des aimants qui vont être véritablement piégés dans le matériau. Donc les lignes de champ magnétique produites là au-dessus des aimants, ces lignes de champ magnétique vont pénétrer à l'intérieur du supraconducteur, vont générer des boucles de courant à l'intérieur du supraconducteur. Ces boucles de courant vont générer un champ magnétique inverse, totalement opposé à ce champ magnétique des aimants. Étant donné qu'il est supraconducteur, ces boucles de courant vont donc tourner de manière indéfinie dans le temps, tant que c'est froid en tout cas. Donc un deuxième effet, c'est ce qu'on appelle l'effet de piégeage. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir aussi des lignes de champ piégées dans le matériau supraconducteur, ce qui fait qu'il va être littéralement collé sur le rail. Pas de triche, hein. C'est bien de la lévitation. Ensuite, ce qu'on peut faire, donner un petit peu d'impulsion mécanique. Hop. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner la table. Donc voilà, le supraconducteur est véritablement piégé dans les boucles de champ magnétique. Donc non seulement il y a une lévitation, le phénomène de la lévitation, mais aussi le phénomène d'accroche à un réel entre les boucles de courant, et là hop, il s'est refroidi, réchauffé pardon, et c'est tombé. Bien, donc on va faire une deuxième expérience, toujours de refroidissement sous champ. Donc on va plus faire léviter un petit train cette fois-ci, mais on va venir refroidir donc le supraconducteur en même temps qu'un aimant qu'on va mettre au-dessus. On va légèrement surélever l'aimant. Soit à une certaine distance du supraconducteur, et on va venir refroidir le tout. Donc l'aimant et le supraconducteur ont été refroidis ensemble, avec une certaine distance entre les deux, avec ces petites rondelles blanches.
Et donc là, pendant le refroidissement, les lignes de champ magnétique de l'aimant se sont donc piégées dans une certaine configuration dans le supraconducteur, ce qui va réitérer l'expérience donc de lévitation. Donc tant que le système est froid, la lévitation est continue, perdure. Et donc vous allez voir, à partir du moment où le système va se réchauffer, donc le supraconducteur va perdre ses propriétés. Et voilà, et donc l'aimant retombe sur le supraconducteur. Bonjour Pierre-Michel. Bonjour. Donc vous êtes enseignant-chercheur au laboratoire de nanotechnologie de l'UTT. Donc pouvez-vous vous présenter ? Alors je m'appelle Pierre-Michel Adam, donc effectivement je suis enseignant-chercheur au laboratoire de nanotechnologie et de nanomatériaux. Et je m'intéresse aux nanotechnologies, en particulier aux propriétés optiques de nanoparticules. Pouvez-vous nous expliquer les sujets de vos recherches ? Alors, les sujets de mes recherches, c'est de regarder le comportement optique d'objets à l'échelle nanométrique. En fait, il faut savoir qu'à l'échelle nanométrique, les matériaux ne présentent des propriétés complètement différentes de celles du matériau à l'échelle massif. Donc, quand on est à l'échelle du nanomètre, les propriétés deviennent complètement différentes. D'accord, très bien. Et donc vous êtes enseignant-chercheur à l'UTT. Donc quelle matière enseignez-vous aux étudiants Alors j'enseigne essentiellement des matières physiques. Donc j'enseigne la thermodynamique, l'électromagnétisme, l'optique, entre autres. D'accord. Et donc là vous avez des petites expériences à nous montrer en lien avec vos recherches ? Oui, tout à fait. Eh bien allons-y. Donc quelle est la première recherche, expérience ? Ce que je voudrais déjà vous montrer, c'est déjà faire un petit parallèle en fait entre les couleurs qui sont obtenues grâce à ces nanoparticules et celles qu'on observe aussi dans les vitraux des cathédrales. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'historiquement, la plupart des vitraux des cathédrales contiennent ou des ions métalliques ou des nanoparticules pour obtenir ces couleurs qu'il y avait lorsqu'ils faisaient ces vitraux à l'époque du Moyen-Âge. Eh bien regardons ensemble du coup. Alors pour illustrer ce qu'on vient de discuter à propos des nanoparticules, je vais vous montrer déjà une première solution. Donc cette solution, vous voyez, qui est jaune, est une solution qui contient des nanoparticules d'argent. Donc vous voyez déjà que l'argent, à l'échelle nanométrique, a des propriétés optiques complètement différentes de l'argent massif qui a cette couleur grisâtre. Un autre exemple, des nanoparticules d'or, donc on voit une couleur rouge bien différente de la couleur dorée du matériau massif. Ces nanoparticules, donc comme je l'expliquais précédemment, on les retrouve aussi dans les vitraux des cathédrales. Alors dans les vitraux des cathédrales, on a en fait deux types d'objets qui donnent des couleurs. C'est où les métaux sont à l'échelle d'atomes. Donc par exemple ici, vous avez un verre synthétique, il est coloré en bleu parce qu'il y a des ions cobalt à l'intérieur. Ici, un autre verre synthétique, où cette fois la couleur, on appelle ça le jaune d'argent. Cette couleur est obtenue parce qu'il y a des nanoparticules d'argent incrustées à l'intérieur du verre. Alors, nous, ce que l'on fait au laboratoire, c'est qu'on essaye de synthétiser des nanoparticules de forme, de taille, de matériaux différents. Pourquoi ? Parce qu'en jouant sur tous ces paramètres, en jouant aussi sur les distances entre les nanoparticules, on obtient toute une palette de couleurs. On peut voir un exemple ici sur cet écran où un des étudiants dans le laboratoire a synthétisé, vous voyez ici, 25 différents échantillons. Donc à chaque fois, c'est une petite lamelle de verre identique à celle qu'on peut voir dans cette boîte. Voilà, la lamelle de verre qu'on synthétise au laboratoire. Ici sur cet écran, vous voyez qu'on a joué juste sur deux matériaux, l'or et l'argent, qui ont permis d'obtenir toute cette palette de couleurs juste en jouant sur la composition, la taille et la forme des nanoparticules. Donc pour vous donner un exemple aussi, au travers des fioles ici que j'ai présentes, vous avez ici de l'or dans ces deux fioles. Ce qui fait la différence de couleur entre ces deux fioles, c'est la forme des nanoparticules à l'intérieur. Dans la fiole rouge, vous avez des nanoparticules qui ont la forme d'un ballon de foot, qui sont de forme sphérique. Et puis dans cette fiole qui est de couleur bleue, vous avez des nanoparticules qui ont plutôt la forme de bâtonnets, de ballons de rugby. Et c'est juste ce changement de forme, alors que l'on contrôle au moment de la synthèse, qui permet d'obtenir une couleur différente. On peut même, je vais vous donner un exemple avec un troisième matériau. Ici, ce sont des nanoparticules d'aluminium. Alors vous allez me dire, oui, c'est incolore. Pourquoi ? Parce que du coup, l'absorption de lumière se fait dans le domaine des ultraviolets. C'est pour ça que cette fiole est incolore. Alors, je peux peut-être ensuite continuer en vous faisant une petite expérience
avec des faisceaux laser qui va vous montrer que en fait, c'est un processus d'absorption de la lumière qui donne ces couleurs singulières. Je prends l'exemple ici de ma petite fiole qui contient des nanoparticules d'or sphériques, donc qui est rouge, et je vais envoyer un faisceau de lumière verte sur cette fiole. Vous voyez que ce faisceau qui est très intense lorsque j'ai pas ma fiole, si je mets la fiole devant le faisceau laser, ce faisceau est très fortement atténué. C'est parce que la couleur rouge en fait de ces nanoparticules indique qu'elles absorbent la lumière verte. Voilà. Inversement, si maintenant je prends un laser rouge, ce laser rouge normalement n'est pas absorbé par les nanoparticules. Et vous allez voir, alors certes ce laser est peu intense à la base, mais si je le place devant mon faisceau, il est très faiblement atténué. Il n'y a pas de processus d'absorption. Donc on peut faire évidemment après la même expérience avec d'autres types de nanoparticules. Dès lors qu'on connaît la couleur qui est absorbée par les nanoparticules, cette couleur-là qui va être atténuée en fait lorsqu'on envoie un faisceau laser de cette couleur. Alors ce qui est aussi singulier, c'est qu'il n'y a pas que des phénomènes d'absorption dans les nanoparticules, on peut aussi voir des phénomènes de diffusion. Je prends l'exemple ici de nanoparticules de silicium, cette fois donc c'est pas un métal, c'est un semi-conducteur. Ces nanoparticules, vous voyez, on est une couleur qui est jaunâtre. Cela indique qu'en fait l'absorption de la lumière se situe dans le bleu, donc, normalement elle ne va pas absorber le vert. Et vous allez voir que si cette fois maintenant je fais l'expérience en envoyant mon faisceau de lumière verte sur la fiole, on voit qu'elle diffuse très intensément la lumière. Et là, c'est un effet lié à la taille des nanoparticules. Elles sont 10 fois plus grosses que les particules d'or qui sont dans cette fiole. Donc là, ici, on a un effet optique qui est dominé par l'absorption de la lumière, alors qu'ici, c'est la diffusion qui est le phénomène prépondérant. Merci Pierre-Michel pour votre partage d'expérience. Merci à vous, c'était un plaisir de faire partager nos découvertes et nos recherches. Bonjour, je m'appelle Emma. Je voudrais savoir quelle odeur a la Lune. Alors déjà la première question c'est comment les astronautes peuvent-ils faire pour sentir l'odeur de la Lune? Bah oui, dans leur costume, ils ne peuvent pas sentir l'air extérieur. Heureusement, quand ils retournent dans leur cabine et qu'ils retrouvent une atmosphère proche de celle de la Terre, ils ont des restes de poussière lunaire sur leur costume. On appelle cette poussière le régolithe. Elle est composée de verre de dioxyde de silicium qui est créé par la collision de météores. Cette poussière contient aussi du calcium, du magnésium et du fer. Et l'odeur qui s'en rapprocherait le plus, ce serait l'odeur de la poudre à canon. Et merci à vous, public, de nous avoir suivis pour cet épisode riche en découvertes. Et je vous dis à demain pour un nouvel épisode de l'UTT fait sa science.